Not necessarily in the clinical team any longer, but you're not able to function normally at home as you perhaps once used to. And actually someone to help talk you through that. Royal Ascot, l'un des événements les plus emblématiques et protocolaires du calendrier royal britannique, devait être une confirmation. Une confirmation au monde que la princesse de Galles, après des mois de rumeurs et d'absence, retrouvait sa place sous les projecteurs. Son équipe avait confirmé sa présence. Les initiés de la mode murmuraient à propos de sa tenue. Logistique, cortège et sécurité avaient été synchronisés à la minute près. Et pourtant, ce matin-là, le cortège attendu fut interrompu par un vide. Les portes s'ouvrirent, mais Catherine ne sortit pas. Aucune explication n'a suivi. Ce n'était pas un report poli, pas même le traditionnel pour raison de santé. C'était juste un espace vide et brut où régnait autrefois la certitude. Dans les couloirs du palais, la réaction n'était pas la frustration, mais la panique. Selon des sources proches de la famille royale, la disparition a provoqué une onde de choc dans la machinerie royale parfaitement orchestrée. On a vu des membres du personnel parler à voix basse, échangeant des regards chargés d'inquiétude. Car ce n'était pas un événement comme les autres. Ascot, avec sa présence médiatique mondiale et son héritage royal, est rarement manqué sans raison valable. Surtout par une personne comme Catherine qui s'est forgé une réputation de fiabilité et d'élégance sous pression. Pour beaucoup dans le public, c'était du déjà-vu. Les souvenirs de l'hiver 2023 revinrent en force, l'absence inexpliquée, les vagues propos d'une intervention abdominale, puis la révélation fracassante d'un diagnostic de cancer. Le palais avait assuré en mars 2025 qu'elle était en rémission, qu'elle ne se rétablissait bien. Mais un retour royal n'est jamais simple. Derrière chaque photo mise en scène et chaque apparition publique se cachait une image soigneusement construite qui commençait à s'effriter à chaque événement manqué par Catherine. Et ce n'était pas une simple absence, c'était comme un manque. La presse britannique, qui avait adopté une attitude prudente pendant des mois, s'est alors montrée furieuse. Partout en Europe, dans le Commonwealth et aux États-Unis, les gros titres se sont multipliés. Était-elle à nouveau malade? Le cancer était-il réapparu? Ou avait-il vraiment disparu? Les théories se sont multipliées des deuxièmes avis en Suisse au traitement secret en Allemagne. Les réseaux sociaux ont jeté de l'huile sur le feu. Chaque vidéo de Catherine marchant plus lentement que d'habitude, chaque légère courbure de posture était désormais réexaminée au plus près. Mais au milieu de cette frénésie, les initiés ont remarqué quelque chose d'encore plus alarmant, le palais ne disait rien. Les jours passaient sans clarification. Pas de nouvelles photos, pas de sources proches de la princesse, informelles, pas même les assurances publiques habituelles de membres de la famille royale comme le prince William. C'était le même silence qui avait précédé l'annonce du cancer 18 mois plus tôt. Le même vide qui masquait autrefois une vérité accablante. De l'autre côté de la Manche, de grands médias comme Le Monde et Le Miroir, les parallèles dérangeants ont été établis. Les analystes ont noté que la disparition de Catherine coïncidait avec une période diplomatique cruciale pour la monarchie. Le roi Charles entretenait des relations complexes avec les monarchies du Moyen-Orient, notamment des négociations en coulisses avec la Jordanie et les Émirats arabes unis, des pays où la présence de Catherine en tant que figure royale féminine avait une valeur stratégique. Son absence n'était pas seulement personnelle, elle était géopolitique. Au troisième jour après l'absence à Ascot, les rumeurs ont commencé à s'amplifier. Une source respectée, Al Timeshill, a été révélée que plusieurs collaborateurs de haut rang avaient été soumis à une directive de confidentialité généralement réservée aux crises internes graves. D'autres ont évoqué un changement dans l'apparence physique de Catherine lors de ses récentes apparitions. Elle était nettement plus mince, se déplaçait d'un pas mesuré et évitait souvent une exposition prolongée aux caméras. Le détail le plus troublant provenait d'un agenda interne divulgué la semaine suivante. Ascot Catherine n'avait eu aucun engagement public. Aucun. Pas même d'apparition virtuelle. Dans une monarchie où chaque poignée de main est planifiée des mois à l'avance, ce calendrier vierge était non seulement inhabituel, mais aussi inquiétant. La question qui résonnait des salles de rédaction au salon n'était plus « quand reviendra-t-elle » mais « reviendra-t-elle un jour ?» Et au milieu du malaise croissant, le palais de Buckingham est resté silencieux. Derrière ce silence, cependant, une tempête se préparait, non pas l'indignation publique, du moins pas encore, mais un doute grandissant. Si le palais ne pouvait faire preuve de transparence sur l'état de Catherine, que pouvait-il bien cacher d'autre? Le public pouvait-il encore se fier à ce qui se disait? La monarchie, déjà sous pression pour se moderniser et faire preuve de transparence, était désormais confrontée à un douloureux bilan. Et au cœur de ce dilemme se trouvait une femme dont la santé était devenue plus qu'une affaire personnelle, elle était devenue politique. Alors que les journalistes royaux cherchèrent des réponses, un autre détail a émergé. La dernière personne aperçue, quittant le palais de Kensington avant la cérémonie d'Ascot, était un médecin privé. Ce fait n'aurait pas suffi à déclencher l'alarme si sa visite n'avait pas été inscrite au planning médical interne du palais. Il s'agissait d'une visite imprévue apparemment provoquée par un appel direct depuis les appartements privés de Catherine.
Si c'était une précaution, pourquoi ce secret? Si tout allait bien, pourquoi la voiture était-elle vide? Pourquoi les lèvres scellées? À la fin de la semaine, l'absence de Catherine avait pris une tournure incontrôlable. Ce n'était plus seulement une princesse disparue, c'était un effondrement narratif. Une implosion au ralenti de l'image que le palais avait tant travaillé à construire au cours des 12 derniers mois. Une image de résilience, de rédemption, de rétablissement, désormais brisée sous le poids de la vérité. Comme nous l'apprendrions, bientôt la vérité n'était pas seulement difficile à comprendre, elle était dévastatrice. La matinée du 18 juin 2025 commença comme n'importe quel autre jour dans l'univers structuré du palais de Kensington. Le programme était établi, les assistants informés et la routine se déroulait avec la précision discrète qui caractérise la maison royale. Pourtant, derrière les portes dorées des appartements privés de la princesse Catherine, une réalité bien différente prenait forme. Une réalité qui allait bouleverser la monarchie avant même que le soleil n'atteigne son zénith. Catherine se leva plus tard que d'habitude. Ses proches remarquèrent immédiatement le changement. C'était une femme qui, malgré sa maladie, s'accrochait à la structure à la fois comme discipline et comme défense. Elle était connue pour se lever tôt même les jours difficiles. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Elle en sortit non seulement fatiguée, mais visiblement vidée, son pas ralenti, son regard terni par quelque chose de plus profond que la fatigue. L'équipe médicale du palais fut prévenue quelques minutes plus tard. Ce qui suivit à l'intérieur de ces murs ne fut pas la panique, pas encore, mais un changement tangible d'atmosphère. Un malaise envahit les couloirs du personnel. Au début, on espérait qu'il ne s'agissait que d'une nouvelle vague d'épuisement passager qu'elle pourrait surmonter comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Après tout, Catherine avait enduré des mois de traitements agressifs, de thérapies expérimentales et de phases de convalescence éprouvantes. Elle avait toujours rebondi, toujours. Mais ce matin-là, non. Lorsque le médecin royal arriva appeler avec une urgence qui n'exigeait aucune explication, Catherine était assise tranquillement dans sa chambre, incapable de se tenir debout sans aide. Sa voix habituellement posée, même en cas de détresse, était faible. Son sang-froid, autrefois sa plus grande armure, était introuvable. Pour ceux présents dans la pièce, la réalité commença à s'imposer avec une lugubre clarté, ce n'était pas la routine. L'examen commença aussitôt. On prit ses constantes vitales, on lui fit une prise de sang. Sa température était plus basse que prévu et son pouls était anormalement irrégulier. Elle ne ressentait pas de douleur apparente, mais elle ne parvenait pas à exprimer clairement ce qui n'allait pas. Son regard en disait long, ce n'était pas comme les autres jours. C'était plus profond, plus difficile à cerner, impossible à ignorer. Tout au long de la matinée, des nouvelles circulèrent en interne. William fut immédiatement informé et retourna à la résidence visiblement tendue. Sa présence typiquement apaisante pour Catherine ne fit que souligner la gravité de son état cette fois-ci. Selon une source au palais, il refusa de la quitter pour le reste de la journée. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'équipe de presse royale, le silence régnait. La directrice de la communication, réputée pour sa gestion efficace des tempêtes médiatiques, avait reçu l'ordre de ne publier aucune déclaration, pas même l'habituelle, sans commentaire. Cette décision était révélatrice. Le palais ne gérait pas un retard ou un contretemps mineur. Il était confronté à une escalade. À midi, 2 assistants principaux s'étaient excusés en larmes après une brève visite dans sa chambre. On entendit l'un d'eux murmurer « Elle ne va pas mieux cette fois ». L'idée d'une hospitalisation fut évoquée, débattue, puis initialement écartée. Pour un membre de la famille royale, être transféré à l'hôpital n'est pas seulement une décision médicale, c'est une décision politique. C'est un signe de gravité. Cela attire l'attention. Et surtout, cela exige une coordination qui ne peut rester longtemps cachée à la presse. Mais comme son état ne s'améliorait pas, l'hésitation a cédé la place à la nécessité. Cet après-midi-là, un transfert discret fut organisé. Un véhicule occulté, réservé aux urgences privées, s'arrêta dans la cour arrière du palais. Aucun photographe n'était présent. La voie avait été dégagée, l'équipe médicale rassemblée et Catherine fut discrètement transférée de sa résidence vers un établissement de soins privés sous le plus grand blackout médiatique. À l'intérieur du palais, ce moment marqua un profond changement. C'était la première fois depuis plus d'1 an que la famille royale perdait totalement le contrôle du récit. Aucun optimisme n'aurait pu contrebalancer la réalité. Catherine ne se remettait pas simplement, lentement elle déclinait. La décision de garder l'événement secret n'était pas motivée uniquement par la protection de la vie privée. Il s'agissait d'éviter une répétition de la spirale de 2023 lorsque l'inquiétude du public s'était muée en frénésie médiatique, puis en crise de confiance envers l'institution elle-même. Pourtant, alors même que le silence s'élevait, des informations ont commencé à filtrer. Une infirmière de l'équipe médicale aurait contacté un membre de la famille, en privé, et exprimé une réelle inquiétude quant à une possible rechute de Catherine. L'information a fait le tour des rédactions en quelques heures. Dès le lendemain matin, des rumeurs d'une alerte sanitaire ont circulé sur des médias marginaux et des réseaux sociaux connus pour révéler des exclusivités du palais.
Mais ce qui est resté caché au public, et ce qui a rendu cet épisode différent de tous les précédents, c'est la réaction de Catherine elle-même. Selon une source informée, dans les jours qui ont suivi, elle n'a prononcé que 4 mots avant de quitter le palais de Kensington cet après-midi-là. « Je ne me sens pas bien ». Pas « je suis fatiguée », pas « j'ai mal », juste cette simple phrase prononcée sans panique, mais avec une conviction troublante. Et ces mots avaient un poids que personne dans son entourage ne pouvait ignorer. Ils n'étaient pas dramatiques, ils étaient prophétiques. Les médecins ont confirmé plus tard que les symptômes de Catherine indiquaient un changement interne, potentiellement lié à une réponse immunitaire affaiblie après le traitement. Si les tests restaient peu concluants, son taux d'oxygène avait dangereusement chuté. Elle avait besoin d'être surveillée de liquide et surtout de temps. Mais le temps est la seule chose que la famille royale n'a jamais bien gérée. Pas quand le silence devient plus dommageable que la divulgation. Dans les heures qui ont suivi son hospitalisation, ses proches collaborateurs se sont réunis à huis clos pour élaborer des plans d'urgence. Il ne s'agissait pas seulement d'engagements à venir ou d'ajustements du calendrier estival. Il s'agissait de questions plus profondes. Si son état s'aggravait, qui prendrait la parole, que dirait-on? Était-il enfin temps de révéler toute la vérité sur son état au public? À la fin de la journée, un fait était clair pour toutes les personnes impliquées. Le récit de la rémission auquel elle s'était accrochée pendant des mois n'était plus viable, car le 18 juin, pour la première fois de sa vie publique, Catherine ne s'est pas contentée de se démettre de ses fonctions. Elle s'est effondrée. Et le silence qui a suivi n'était pas stratégique, il était sidéré. Dans les heures qui suivirent l'hospitalisation discrète de Catherine le 18 juin 2025, un calme inquiétant s'abattit sur le palais de Kensington. Aucune voiture royale ne bougea. Aucun membre important de la famille royale ne sortit, et surtout aucune nouvelle officielle ne parvint au public. Alors que les spéculations commençaient à affluer dans les médias, le silence du palais se durcit, devenant plus inquiétant encore, non pas protecteur, mais évasif. Pour le monde extérieur, rien ne s'était passé. Aucune déclaration, aucun déni, aucun réconfort. Ce n'était pas une simple pause stratégique, c'était un vide intentionnel. Pour la famille royale britannique, la communication est rarement spontanée. Chaque phrase, chaque communiqué de presse est méticuleusement rédigé pour préserver à la fois dignité et maîtrise de soi. Et dans le cas de la princesse Catherine, l'institution avait travaillé d'arrache-pied ces derniers mois pour construire un récit de rétablissement. En mars dernier, l'annonce de la rémission avait été empreinte d'espoir. Des mots comme « forte »,« résiliente » et « en progrès » étaient utilisés à profusion. Le sous-entendu était clair, elle était sur le chemin du retour. Mais maintenant, alors que les heures se transformaient en jours sans confirmation de son état, les piliers même de ce récit commençaient à trembler. Cette fois, ce n'étaient pas seulement les tabloïds qui alimentaient l'inquiétude. Des médias établis comme BBC News, Sky News, Le Guardian et le Times commença à soulever des questions pointues. Pourquoi cette disparition soudaine? Où était la princesse de Galles? Et pourquoi, malgré l'inquiétude grandissante, le palais refusait-il de dire un mot? Cette stratégie de retenue n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été utilisée avec plus ou moins de succès, lors des dernières hospitalisations du prince Philippe et même lors du déclin de la santé de la reine Élisabeth au cours de sa dernière année, le palais avait sombré dans l'ambiguïté. Mais cette fois, la situation était différente. Catherine n'était pas une monarque d'un certain âge. C'était une jeune mère de 3 enfants, la future reine consort, une femme dont la popularité et la présence étaient devenues essentielles à l'image publique de la monarchie. Son silence était plus bruyant que le protocole ne le permettait. Pendant ce temps, en coulisses, les attachés de communication royaux étaient apparemment divisés. Certains réclamaient la transparence, une mise à jour soigneusement formulée qui pourrait endiguer le flot de rumeurs. D'autres insistaient sur le silence arrogant que toute confirmation déclencherait une frénésie médiatique mondiale susceptible de déstabiliser l'ensemble du récit royal. Finalement, cette dernière faction a gagné. Le public n'entendrait rien d'officiel. Mais les médias n'ont pas attendu. En moins de 48 heures, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles l'état de Catherine était bien plus grave que ce que le palais avait laissé entendre. La journaliste respectée Konchaka publia notamment un article explosif qui brisa le voile du secret. Connu pour sa discrétion et sa précision, K aurait été au cœur même de l'équipe médicale du palais. Son rapport indiquait que les attentes internes concernant le rétablissement de Catherine avaient été gravement mal évaluées. Au lieu de reprendre des forces, elle présentait des signes de fatigue croissante, des fluctuations des constantes vitales et des effets secondaires neurologiques dus à des traitements d'immunothérapie agressifs. L'article faisait également référence à une phrase qui aurait été prononcée par un haut conseiller royal « Nous n'avons pas seulement fait une erreur, nous avons ignoré les signes ». C'était un aveu accablant. La réaction du public fut vive et émouvante. Pour la première fois, on commença à s'interroger non seulement sur l'état de Catherine, mais aussi sur l'intégrité de l'institution elle-même. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de hashtags comme « Où est Catherine ?» et « Vérité royale ».
Sur Reddit, les forums dédiés à l'observation de la royauté regorgeaient de théories de chronologie et de superposition de ces récentes apparitions, montrant des signes supposés de déclin jouille creuse, mouvements hésitants, angles de prise de vue maîtrisés. Le palais, toujours silencieux, espérait que la tempête passerait. Il n'en fut rien. Au lieu de cela, ce vide de clarté devint un terrain fertile pour les soupçons. Était-ce simplement une nouvelle affaire d'intimité royale, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus sombre en jeu ? Même les correspondants royaux chevronnés ont commencé à déroger à leur décorum habituel. Victoria Arbiter, analyste royale de longue date, a fait remarquer lors d'une émission en direct que ce silence n'est pas de la prudence, mais de la dissimulation. Dan Wootton, souvent controversé mais profondément connecté, s'est demandé à haute voix si l'annonce de la remise de peine n'avait pas été prématurément optimiste, voire délibérément trompeuse. Pendant ce temps, des voix internationales se sont jointes au chœur. Le New York Times a publié un article intitulé « La princesse et le palais, quand le silence devient une déclaration remettant en question l'éthique consistant à cacher la vérité », alors que le public est devenu émotionnellement investi. Le Monde a souligné la contradiction d'une monarchie moderne qui prétend à la transparence tout en se comportant comme une dynastie secrète du vieux monde. Mais les critiques les plus virulentes sont peut-être venues du Royaume-Uni lui-même. Un éditorial spécial dans Le Guardian Hill accusait le palais de manipuler le silence pour protéger son image au détriment de la confiance du public. L'article se terminait par une phrase cinglante « La monarchie ne peut pas prôner la connexion et la vulnérabilité tout en cachant sa plus grande vérité humaine derrière des portes closes. » Pourtant, à mesure que l'indignation grandissait, le palais s'est retranché. Aucune nouvelle, aucun démenti. Pas même une reconnaissance du fait que Catherine avait manqué un événement aussi symbolique qu'Ascot. Ce refus obstiné de s'engager a eu un effet plus dangereux que de susciter la colère. Il a semé le doute. Doute sur l'honnêteté de l'institution, doute sur sa capacité à évoluer, et plus douloureux encore, doute sur le fait que la princesse de Galles se soit jamais vraiment rétablie. Car le silence peut protéger la dignité, mais il nourrit aussi la suspicion. Et à l'ère moderne où chaque seconde de disparition engendre une douzaine de théories, cette tactique avait atteint son point de rupture. Même les plus fidèles partisans de la monarchie commençaient à se demander si l'on n'a rien à cacher, pourquoi tout cacher. Et peut-être le plus effrayant parmi les appels croissants à la transparence, un nouveau murmure plus sombre a commencé à émerger, et s'il ne cachait pas un revers, et s'il se préparait à un adieu, derrière la grandeur des engagements royaux et l'optimisme stérile des déclarations officielles, se cache une vérité qu'aucun communiqué de presse ne saurait clarifier. Le chemin de la princesse Catherine du diagnostic à la rémission n'a jamais été une ligne droite. Ce fut un labyrinthe de souffrances, d'isolement et de revers parcourus en grande partie dans le silence. Tandis que le monde s'accrochait à des nouvelles soigneusement formulées à l'intérieur des murs du palais, sa maladie évoluait vers quelque chose de bien plus complexe que ce que le public avait été amené à croire. Des sources proches de la famille royale, dont beaucoup sont restées silencieuses jusqu'à récemment, ont commencé à s'exprimer. Non pas pour trahir la vie privée de Catherine, mais pour corriger ce qu'elles perçoivent comme une déformation flagrante de sa réalité. Un conseiller de longue date a décrit l'année et demie écoulée comme un état de triage constant. Un autre, s'adressant anonymement à Le Télégraphe, a qualifié cette période de cycle incessant de progrès et de rechute, chacun plus démoralisant que le précédent. Ce qui a débuté début 2024 comme un cancer abdominal localisé, initialement considéré comme traitable par chirurgie et une seule chimiothérapie, s'est rapidement révélé plus agressif. Des complications sont survenues non seulement à cause du cancer lui-même, mais aussi à cause du traitement. Catherine aurait subi au moins 2 autres interventions qui n'ont jamais été rendues publiques, dont un drainage d'urgence en raison de complications post-opératoires fin 2024. Tout au long de cette période, Catherine conserva une grâce que les initiés considèrent comme quasi miraculeuse. Elle continua de participer aux moments privés en famille, d'envoyer des mots de remerciement manuscrits au personnel et de réconforter ses enfants lorsque le poids de son absence devenait trop lourd. Mais son état physique se détériorait d'une manière que même les assistants royaux les plus expérimentés n'avaient jamais constatée auparavant. Au moment de l'annonce de la rémission du 25 mars 2000, certains membres de son entourage proche avaient compris que cet optimisme relevait davantage d'une décision narrative que médicale. Il y avait bien des signes de rémission, régression des tumeurs, stabilisation des marqueurs, mais ils étaient temporaires. Une seule séance d'immunothérapie censée favoriser sa guérison avait provoqué une réaction indésirable. Elle commença à ressentir des symptômes neurologiques, vertiges, vision trouble, fatigue imprévisible.
Ses mains tremblaient légèrement lors de son apparition à la messe du dimanche de Pâques à Windsor, un détail effacé plus tard sur la plupart des photos officielles. En interne, le palais commençait à se préparer à une guerre bien plus longue. Un compte-rendu confidentiel d'un médecin senior récemment divulgué à une grande chaîne d'information britannique a décrit un scénario dans lequel Catherine pourrait ne jamais retrouver pleinement le niveau d'engagement public attendu d'une future reine. Le coût physique a été immense, mais le coût émotionnel, selon ses conseillers, a été encore plus grand. Elle ne souriait plus quand les caméras étaient éteintes, a raconté un membre de la famille décrivant les semaines précédentes à Scott. Il y avait des jours où elle parlait à peine, non pas par manque d'envie, mais parce qu'elle n'arrivait tout simplement pas à trouver l'énergie. Alors que son état de santé stagnait fin mai, la capacité du palais à gérer les apparences s'est également affaiblie. Les assistants autrefois chargés de planifier les visites d'État et les tournées du Commonwealth se sont retrouvés réaffectés à des rôles plus discrets et plus intimes. Ils aidaient à coordonner les rendez-vous médicaux, à gérer les plannings nutritionnels et même à préparer des repas réconfortants lors des journées difficiles. Un ancien chef cuisinier royal aujourd'hui à la retraite a décrit la préparation de bouillon était simple, rien à voir avec les menus formels qu'elle appréciait autrefois. Elle avait perdu l'appétit tant pour la nourriture que pour les rouages incessants de la vie royale. Et pourtant même, dans ces moments de faiblesse, Catherine conservait une lucidité qui étonnait son entourage. Elle commença à faire des choix non seulement concernant son emploi du temps, mais aussi sa vie. Elle demanda moins de photographes lors de ses apparitions privées. Elle refusa des occasions d'apparaître en public aux côtés de dignitaires étrangers. Elle demanda à passer plus de temps avec ses enfants. William, profondément conscient du fardeau qu'elle portait, réorganisa ses propres engagements. Des sources royales confirment qu'il reporta au moins 3 engagements internationaux pour rester plus près de chez lui. Mais la révélation la plus troublante de ces cercles intimes est peut-être que le personnel du palais avait reçu l'ordre au printemps 2025 de préparer discrètement des plans d'urgence pour un scénario que personne n'osait évoquer à voix haute. Il ne s'agissait pas de funérailles nationales, mais d'une absence prolongée de mises à jour publiques échelonnées et de la gestion de la continuité de la monarchie au cas où Catherine ne pourrait pas revenir dans un avenir proche. Ils ont commencé à former des remplaçants. A déclaré un initié, le miroir non pas pour le rôle de Catherine, mais pour les fonctions qu'elle était devenue, la diplomatie discrète, la présence assurée, la voix empathique. Il ne s'agissait pas de l'effacer, il s'agissait de se préparer à la vie en son absence potentielle. Et ce changement n'est pas seulement confirmé par des initiés. Plusieurs actions récentes de la famille royale suggèrent un rééquilibrage stratégique. La reine Camilla a endossé des rôles plus protocolaires. Les engagements en solo du prince William ont pris un ton plus politique. Même la princesse Anne, habituellement en coulisses, est devenue plus visible dans les événements diplomatiques européens. Ces ajustements ne sont pas accidentels, ils reflètent une famille qui se recentre autour d'un centre manquant. Au milieu de tout cela, Catherine elle-même est restée largement invisible, jusqu'à présent. Dans une conversation brève mais déchirante capturée par un ami de longue date et partagée anonymement avec le Daily Mail, Catherine aurait déclaré « Chaque fois que je crois avoir franchi un cap, je tombe sur un autre mur ». Cette phrase, sans filtre, sans réserve brute, révèle la vérité fondamentale de son expérience. Ce n'était pas un parcours linéaire, c'était un labyrinthe et certains jours, il n'y avait aucune issue. Pourtant, sa détermination a tenu bon. Sa foi en ses proches, William, ses enfants, sa sœur Pippa et un petit cercle d'amis de confiance, est restée inébranlée. Elle était peut-être physiquement brisée, mais émotionnellement, elle avait commencé à passer de la survie à quelque chose de plus profond, la définition de soi. Le désir de la monarchie de protéger son image a peut-être motivé ce silence. Mais la décision de Catherine de subir en silence était la sienne. Non par honte ni par faiblesse, mais parce qu'elle refusait de laisser sa maladie définir son identité publique. En fin de compte, ce n'est pas la machine royale qui la protégea, mais la femme elle-même. Même si son corps la trahissait, sa grâce demeurait intacte. Aux yeux du monde, elle manquait à l'appel. En vérité, elle luttait plus que jamais pour rester. Dans la machinerie séculaire de la royauté britannique, chaque mouvement est chorégraphié. De l'angle d'un signe de la main à la couleur d'un manteau, le protocole n'est pas seulement une tradition, c'est un langage. Et pendant des années, la princesse Catherine a parlé ce langage couramment. Elle était ponctuelle, raffinée et posée, elle incarnait le devoir sans interruption et sa présence était aussi prévisible que le carillon de Big Ben. Mais la maladie a le don de dénaturer la performance. Et ce qui a émergé à sa place n'était pas une royale brisée, mais une femme réécrivant discrètement le scénario qu'il avait défini pendant plus de 10 ans. Les premiers signes furent subtils. Après l'annonce de la remise de peine du 25 mars 2025, Catherine commença à décliner certains événements qu'elle aurait autrefois acceptés avec enthousiasme. Une visite prévue dans un hôpital pour enfants de Manchester fut annulée. Sa présence à la cérémonie annuelle du jour du Commonwealth fut retardée puis discrètement annulée. Pour beaucoup, cela ressemblait à de l'hésitation. Mais ceux qui comprenaient les rouages du palais voyèrent les choses différemment. Il ne s'agissait pas d'une femme qui battait en retraite, mais d'une femme qui se réorientait.
Pendant trop longtemps, le calendrier royal avait exigé la perfection, des sourires sur commande, de l'élégance sous pression. La santé comme les émotions étaient censées être invisibles. Mais Catherine avait fini par comprendre le prix de cette invisibilité, les conséquences que cela avait non seulement sur son corps mais aussi sur son esprit. Alors, elle fit une révolution discrète, elle commença à dire non, pas avec des gestes grandiloquents, pas avec des déclarations théâtrales, juste avec un refus discret. Elle choisissait ses engagements en fonction de ses capacités et non de l'apparence du palais. Certaines apparitions se réduisaient à de brèves apparitions, d'autres, comme le défilé d'anniversaire du roi, étaient exécutées avec une prudence visible, durée plus courte, mouvement réduit au minimum, allure mesurée. Le public commença à s'en rendre compte. Mais au lieu de critique, la réaction fut de l'empathie. Dans un monde rongé par la perfection performative, la vulnérabilité de Catherine semblait humaine, reconnaissable et même admirable. Le palais traditionnellement réticent au changement fut contraint de s'adapter. Le prince William devint le bras droit du couple royal, assumant davantage de fonctions protocolaires et d'engagement en solo. Lors des rencontres avec les envoyés du Commonwealth et des visites d'État, son rôle s'élargissait non seulement par nécessité, mais aussi pour accompagner le retour plus lent de son épouse. En interne, les conseillers de haut rang commencèrent à restructurer le rythme de la vie royale, non plus en fonction des attentes, mais de la réalité. Un nouveau protocole fut officieusement baptisé « Clause Catherine ». Il impliquait moins d'apparitions consécutives, une plus grande flexibilité pour les reports et une transition sans précédent vers une planification axée sur la santé. Bien que jamais officiellement annoncée, cette clause devint un modèle de gestion des responsabilités royales face aux défis sanitaires à long terme. L'effet d'entraînement fut profond, le personnel commença à considérer l'absence non pas comme un échec mais comme une préservation. Le rythme effréné qui régnait auparavant sur tous des garden parties aux tournées internationales s'adoucit. Même la reine consort Camilla adopta un emploi du temps plus mesuré citant l'équilibre et le bien-être comme principe directeur. Pourtant, ce changement ne diminua pas l'influence de Catherine, il l'amplifia. Chacune de ses apparitions devenait un événement. N'étant plus diluée par la fréquence, sa présence avait un poids nouveau. Lorsqu'elle apparut à la parade des couleurs, malgré sa fragilité apparente, la réaction de la foule fut plus intense que jamais. Non pas parce qu'elle était radieuse, mais parce qu'elle était présente. Son courage discret éclipsait tous les titres de mode. Il redéfinissait l'idée même de la force chez une personnalité publique. Même à l'échelle mondiale, sa position a commencé à trouver un écho. La couverture médiatique internationale a changé de ton. Le Washington Post a décrit sa nouvelle approche comme un modèle moderne de leadership en situation de fragilité. Le Pays en Espagne, on l'a qualifié de visage le plus humain de la monarchie depuis un siècle. Partout en Europe, les commentateurs saluaient la volonté inhabituelle de la monarchie de s'adapter. Une attitude qui historiquement avait brisé même les membres les plus dévoués de la famille royale. Mais la transformation la plus significative n'était peut-être pas institutionnelle, elle était personnelle. En privé, Catherine commença à fixer des limites. Elle limita sa présence médiatique auprès de ses enfants. Elle aurait refusé plusieurs propositions de tournage d'un documentaire royal consacré à sa guérison malgré la pression d'agences extérieures qui estimaient que cela adoucirait l'image royale. Elle préféra le calme, la guérison. Son séjour à Norfolk ne fut pas un refuge mais une révolution. Un lieu où la hiérarchie n'avait plus d'importance et où le protocole était remplacé par la présence. Des amis venus lui rendre visite cet été ont partagé des aperçus d'une Catherine différente, une Catherine qui jardinait, pieds bons nus, préparait ses repas et lisait tranquillement sous les arbres pendant que ses enfants jouaient à proximité. Elle était toujours malade, toujours fatiguée, mais elle ne faisait plus semblant. Le masque de la résilience avait laissé place à la texture de la réalité. Sa relation avec le prince William s'est approfondie d'une manière que même les observateurs les plus aguerris de la famille royale n'avaient pas anticipée. Non seulement il a soutenu son changement, mais il l'a même incarné. Selon certaines sources, il a refusé d'assister à 2 conférences internationales après la crise de santé de Catherine en juin, préférant rester au Royaume-Uni. Ses conseillers ont noté un changement de ton lors de ses interventions publiques, moins formelles, plus posées. Le poids des responsabilités avait changé, mais le sens du soutien aussi. Il ne s'agissait plus de soutenir une institution, mais de se soutenir mutuellement. Ce qui rend cette transformation si remarquable n'est pas seulement l'épanouissement personnel, mais aussi les répercussions institutionnelles. À une époque où les membres de la famille royale sont scrutés pour leur insignifiance ou leur opulence, l'évolution de Catherine a marqué un nouveau type de pouvoir. Non pas celui de la présence, mais celui de l'absence. Non pas celui du pouvoir par la grandeur, mais celui des limites. Elle a enseigné à la monarchie quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps, la force ne réside pas dans la perfection. Elle réside dans la priorité accordée à la santé plutôt qu'aux gros titres, au silence plutôt qu'au spectacle et à l'authenticité plutôt qu'à la performance. Ce faisant, elle n'a pas seulement préservé sa place au sein de la famille royale, elle l'a redéfinie.
Lorsque la princesse de Galles réapparut enfin en public le 14 juin 2025, ce ne fut ni fanfare ni déclaration royale. Pas de discours, pas d'interview minutieusement mise en scène, pas de cri de victoire. Seule la présence était présente. Et d'une certaine manière, cette présence discrète, ce simple pas sur le balcon lors du défilé de l'anniversaire du roi, avait plus de poids émotionnel que toute apparition royale récente. Elle se tenait avec assurance, certes, mais sans l'élégance naturelle à laquelle le public s'était habitué. Son corps était plus mince, son sourire plus doux, plus retenu. Mais son regard concentré et inébranlable révélait quelque chose de plus profond. Elle ne revenait pas comme un symbole de force retrouvée, mais comme une femme ayant appris à cohabiter avec la fragilité. Sa présence à la cérémonie de remise des couleurs a envoyé un message clair, même s'il est resté inexprimé, je suis toujours là. Ce n'était pas une déclaration de santé, mais un choix. Et le monde a réagi non pas par des critiques, mais par le soulagement. La foule bordant le mall s'est ruée sur elle, les visages en larmes. En ligne, les hashtags célébrant son retour ont afflué en quelques minutes. Les images de ce jour-là, où Catherine était vêtue de pastels subtils serrant la main de sa fille, tout en échangeant un regard avec le prince William, sont devenues instantanément des symboles d'endurance et non de faste. Mais si Trooping the Colour était une déclaration de survie, ce sont les événements qui ont suivi qui ont solidifié la transformation de l'héritage de Catherine. 3 jours plus tard, lors du jour de la jarretière, un rituel imprégné de tradition et de hiérarchie, elle réapparut cette fois en tenue de cérémonie. Pourtant, même sous ses robes ornées et ses insignes étincelants, il y avait quelque chose d'indéniablement humain dans son attitude. Elle se déplaçait avec détermination, son sourire sincère mais las. Sa fragilité physique n'était pas cachée, elle était reconnue. Et cela, plus que n'importe quelle médaille ornée ou titre royal, transforma le récit. Elle ne jouait plus un rôle, elle vivait une réalité. Des sources internes ont révélé que sa participation aux 2 événements avait été débattue jusqu'au dernier moment. Les médecins avaient recommandé la prudence. Des assistants étaient de prêts à intervenir en cas de désistement de dernière minute. Mais Catherine a choisi d'y assister non par obligation mais par intention. Elle souhaitait montrer au monde non pas à quoi ressemble la guérison une fois terminée, mais à quoi ressemble la résilience en cours de route. Et cette distinction est importante, car pour la première fois dans l'histoire royale moderne, un membre de la famille royale incarnait publiquement ce que signifie survivre. Non pas triomphalement, mais avec authenticité. Ses apparitions ne criaient pas la force, elles la murmuraient. Dans les coulisses, cette nouvelle étape de la vie de Catherine prit racine loin des murs du palais. Dans le Norfolk, où la famille possédait depuis longtemps une propriété à la campagne, Catherine entama ce que ses amis proches décrivent comme une convalescence vivante. Des journées sans appareil photo, des promenades en forêt, du jardinage avec ses enfants, des repas simples préparés avec William. Ces moments n'étaient pas immortalisés pour la presse, pas de photographes professionnels, pas de publications Instagram soignées. Les seuls témoignages provenaient des habitants qui aperçurent le couple et leurs enfants lors de brefs instants se promenant dans les prés souriants main dans la main. C'est dans cet espace dépouillé de toute attente royale que Catherine a trouvé quelque chose de plus réparateur que n'importe quel traitement la paix. Elle aurait passé de longues heures à tenir un journal, à consulter des thérapeutes et à se demander quel genre de figure royale elle souhaitait incarner à l'avenir. Pas celle qui assiste à tous les galas de charité et à toutes les inaugurations, mais celle qui choisit ses causes avec un but plus profond. Celle qui vit une vie en harmonie avec ce qu'elle a enduré. Ce changement se fait déjà sentir. Fin juillet, des sources proches de la famille royale ont confirmé que Catherine avait assumé un rôle discret mais significatif de conseillère auprès d'associations caritatives œuvrant dans le domaine de la santé mentale pour le soutien aux patients atteints de cancer. Non pas en tant que mécène pour des séances photos, mais en tant que personne comprenant les conséquences émotionnelles d'une longue maladie. Les réunions se tenaient à huis clos. Les notes étaient manuscrites et non dactylographiées. Une nouvelle initiative serait en cours de préparation pilotée par Catherine et axée sur la résilience psychologique des jeunes parents soumis à des traitements potentiellement mortels. Ce sera l'un de ses premiers projets façonnés non par le devoir royal, mais par son expérience vécue. Plus que toute autre vague de salut, au balcon ou procession de la jarretière, ce sera son héritage. Un héritage forgé non par une grandeur cérémonielle, mais par une authenticité discrète. Par la décision de survivre honnêtement, de se défaire de la perfection et de permettre au public de voir les failles. Non pas comme des défauts, mais comme des signes de survie. Le prince William a pleinement soutenu cette transformation. Son propre rôle évolue non seulement en tant qu'héritier du trône, mais aussi en tant qu'homme redéfini par sa proximité avec la souffrance. Des sources proches du couple décrivent leur lien désormais comme « plus égal que jamais ». Alors qu'autrefois, William protégeait Catherine en la protégeant de la pression, il la protège désormais en la soutenant avec vérité. La monarchie, elle aussi, s'adapte, peut-être pas par des réformes radicales, mais par quelque chose de plus subtil, la reconnaissance. Le service de presse a adopté un ton moins rigide ces dernières semaines. Le langage entourant les apparitions de Catherine s'est adouci, devenant plus ouvert.
Même les correspondants royaux, habituellement discrets sur la dynamique interne, ont commencé à la décrire non pas comme de retour, mais comme redéfinissant son rythme. Et ce rythme, Catherine est la seule à l'avoir fait. Elle n'appartient plus entièrement à l'institution. Elle s'appartient à elle-même et à un public qui la considère désormais comme plus qu'une princesse, comme une survivante, une mère. Une femme dont l'acte le plus courageux n'a pas été d'endurer la chimiothérapie, mais de dire « pas aujourd'hui », alors que le monde exigeait qu'elle se présente. Sa redéfinition de la royauté ne s'accompagne pas d'une couronne. Elle s'appuie sur le courage d'entrer dans la lumière selon ses propres conditions à son rythme. Et c'est peut-être ce dont la monarchie avait le plus besoin, non pas d'une autre figure de proue sans faille, mais d'un être humain. Quelqu'un capable de tomber, de se battre et de trouver